émission 929. Cette semaine, Marvel Cosmic Invasion. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, Mystérieux Étonnant. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire, toute la patente. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je vous rappelle que Noël, c'est dans une semaine. Eh oui, dans une semaine. Dans une semaine, tabarnak. Et notre été cette semaine confirme que ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on ne peut plus jouer au petit bonhomme. C'est exact. De Tribute Games cette semaine, Yannick Belzile est avec nous. Salut Yannick. Bonsoir Benoît. Bonsoir Yannick. Habitué de l'émission, tu viens souvent pour représenter les voyeurs de vue, ton balado. Mais cette semaine, c'est un peu dans notre stretch vers Noël. On fait des plus petits courts épisodes. La semaine passée, on a reçu Jimmy Souzan pour sa BD Migration, que je conseille à tous encore une fois. Et cette semaine, tu es là pour représenter, dans quelque sorte, ton travail, oui. Tribute Games, parce que vous venez de sortir le 1er décembre dernier un excellent beat'em up qui s'appelle Marvel Cosmic Invasion. On va en parler tout au long de l'émission, donc pour les gens à la maison, ça sera peut-être un épisode un peu plus court. C'est correct, on est dans le beat fin de saison, fin d'année, tout le monde est super pressé. D'ailleurs, merci de te porter, de donner un petit peu de temps pour nous autres cette semaine. Mais juste avant, les nouvelles d'office, parce que je vous le dis depuis plusieurs semaines, du 18 au 21 décembre prochain, ça c'est cette semaine, là, c'est maintenant. Là. C'est le sapin des boules. Donc la soirée de projection participative du fameux film de Jeremiah Chick, qu'on vous rappelle est un Québécois, le réalisateur Jeremiah Chick. Donc Christmas Vacation, mais c'est la version francophone qu'on va faire jouer au Club Soda du 18 au 21. Donc pour les gens qui ne le savent pas, peut-être que vous n'écoutez pas le show depuis une couple de semaines, mais on invite le public à assister à la projection, à vous costumer si ça vous tente. C'est vraiment une célébration du film, une célébration de Noël. Et donc, le public est invité à répondre des choses au film. Vous allez avoir une liste qui va vous être fournie sur place. Et il y a certaines séquences, certaines scènes où des acteurs viennent sur scène au Club Soda. Sous l'écran de la projection, en même temps, on refait certaines scènes. Et votre humble serviteur fait partie des acteurs, avec guillemets radiophoniques. Notre ami Johan Carl Wissel est là. Notre ami Phil, tout le monde, il y a une com de gang que vous allez reconnaître. Donc, c'est vraiment un gros trip. Ça fait 4 fois, je pense, qu'on le fait. Et là, on est vraiment là, dans 5 représentations. Si vous voulez acheter des billets, il en reste surtout pour le jeudi. Ce jeudi, une petite activité avant la grosse semaine de Noël. Peut-être que c'est peut-être le jeudi qui vous intéresserait. Donc, allez sur le site internet lesapinadesboules.com ou tapez le sapin à des boules Club Soda, vous allez tomber dessus. Un gros trip, donc en espérant vous y voir. Et je vous rappelle qu'il y a une séquence dans le film où Johan arrive en grand-papa. Et il me parle, moi, Rusty, parce que oui, je joue le dude de Big Bang Theory dans le duo de ma quarantaine. Puis on se dit des choses à l'oreille, on essaie de faire rire l'autre. Donc c'est une tradition, Johan et moi. Des trucs assez trash et dark qui n'ont rien à voir avec le film. Mais vous n'allez pas nous entendre, vous allez vous allez entendre le film. Voilà, ça c'est pour le sapin à les boules. Sinon, lundi prochain, on est encore avec vous. C'est le dernier épisode de 2025, lundi 22 décembre. À partir de 19h30 cette fois-ci, pour le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. C'est une tradition depuis maintenant plusieurs années. On termine l'année avec un spécial de Noël, un Christmas special, comme le disent les Anglais. Donc, c'est très cool. C'est une petite célébration de fin d'année, bien relax entre nous autres. Donc, c'est ça. On va projeter ça sur différentes plateformes. On est sur YouTube, Twitch, Facebook. Et je vais même essayer Instagram. Je sais pas, je pense que c'est possible. Je pense que cette plateforme-là nous le permet. À partir de 19h30, on vous invite à écouter en direct ou la version vidéo par la suite. Mais de toute manière, comme à l'habitude, l'épisode sera disponible en balado par la suite. Ça sera le 130e ou 128e. Ah, cette semaine, c'est 128. C'est pas 129. La semaine prochaine, ça sera 129. Et on va revenir 929, pardon. L'année prochaine, on revient avec 930 épisodes. Voilà, en espérant vous y voir la semaine prochaine. Dernière semaine, dernier stretch en fait pour envoyer un message vocal qu'on va faire passer durant l'émission. Il y a quelques personnes qui l'ont fait. Je pense que les gens cette année sont vraiment fatigués. Je sais pas, il est où ton niveau
d'énergie. On dirait que les annonces, l'affaire ambiant, là, c'est comme un peu lourd. Hein? Ben, regarde, je pense que peut-être que tout le monde a eu une année chargée, peut-être. Ouais, 2025 chargée. Très chargé. Des grosses nouvelles. Je pense que peut-être pas, le monde ne peut-être pas dans le mood, mais je vous invite, dernier stretch, pour nous laisser un message vocal. Ça peut être un souhait, un commentaire, suggestion, whatever. Juste nous souhaiter joyeux Noël, vous dire votre nom, d'où vous venez et passer votre message. Vous pouvez même écouter le message avant de l'envoyer, donc il n'y a pas de problème. Merci à tous ceux et celles qui l'ont fait déjà. Mais dernier stretch, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je vais revenir du sapin et faire de l'ordre dans tout ça. On se redonne rendez-vous le 22 décembre prochain. Toi, tu retournes-tu dans ta famille pour le temps des fêtes, Yannick? Je vais visiter ma sœur qui, elle, est en banlieue de Québec, mais mes parents, eux autres, depuis qu'ils sont à la retraite, ils passent leur hiver en Floride. Oui, parce que toi, tu viens de la Pau, c'est ça? Je viens de l'Abitibi. L'Abitibi. Voilà, c'est mais ça. Maintenant que mes parents sont en retraite, ils sont maintenant des nomades en véhicules récréatifs. C'est des snowbirds. C'est exactement. Ils ont quitté l'Abitibi, puis ils reviennent pendant l'été, mais l'hiver, ils ont parti. La petite anecdote que je raconte à ce sujet, c'est que le premier Noël, le premier hiver qu'ils sont partis en Floride, ils ont pris l'avion pour venir fêter avec les fêtes avec nous, puis ils ont fait comme on va jamais abandonner les fêtes, on va jamais abandonner Noël en famille. Puis aussitôt qu'ils sont revenus, vraiment en sortant de l'avion et en arrivant chez ma soeur, mon père, il a vraiment dit « Fuck ça, on fait plus jamais ça. On se sauve de la neige, on se sauve du froid. Plus jamais. » Ça va. Fuck la famille. Comme il disait jadis, ça va se faire par Skype. Ah ben oui. Écoute, un temps de pandémie, on a été habitués de toute façon. Exactement. Là, après ça, c'est devenu correct, mais c'était bien avant ça. Je vous rappelle d'ailleurs que pour laisser un message vocal, j'ai oublié de le spécifier, c'est un SpeakPipe, donc c'est une plateforme qui permet d'envoyer un message. L'adresse est dans le descriptif de l'épisode en ce moment, donc c'est super simple, vous cliquez là-dessus, spekpipe.com/mystérieux E. Le lien est là, vous n'avez même pas besoin de vous souvenir de l'adresse, là. Le lien est là, bien sûr. Puis je vais faire toutes les annonces là, pour le Patreon. Les prochaines semaines seront consacrées à Astérix Obélix. On fait un cycle consacré à Astérix Obélix. On repart à travers tous les albums. Puis moi, c'est la première fois que j'ai lu. J'ai jamais lu d'Astérix Obélix. Puis pour vrai, c'est comme toute une découverte. Là. Si tu vois à quel point ça devient vraiment le Astérix Obélix qu'on connaît très très rapidement. Puis c'est fucking beau. C'est du cartooning super riche. Hey man, c'est un niveau cérébral que des fois, Blaise avec qui je fais ça, qui est aussi un auditeur du show, m'explique les liens. OK, c'est un jeu de mots, un deuxième degré qui fait référence à quelque chose franco-belge. Une chance qui est là parce que c'est vraiment dense. Puis aussi, c'est drôle au premier niveau. On a enregistré 4 épisodes déjà pour la période des fêtes. Donc pendant 4 semaines, vous allez avoir du stock en masse. Si vous donnez au Patreon, vous avez bien sûr accès à Bifurcation gratuitement. Donc voilà. Hey Yannick, on va parler du jeu sur lequel tu as travaillé. Oui. Tu m'as dit tantôt, ton titre, c'était Designer narratif. Donc tu as littéralement travaillé sur l'histoire de Marvel Cosmic Invasion avec Tribute Games, une compagnie pour laquelle tu travailles depuis maintenant très longtemps. Oui. Vous avez travaillé entre autres sur Shredder's Revenge, Teenage Mutant Ninja Turtles, qui est sorti en 2022, qui a été un énorme succès. Ça a fait énormément de vagues. Et comme j'ai vu certaines critiques sur Internet, You Strike Again avec Cosmic Adventure. C'est un beat'em up. Oui. Où on incarne 2 personnages à la fois du MCU, tiré du MCU. On commence avec 11 personnages, il y en a 15 au total, donc vous allez pouvoir en débarrer au courant de l'histoire. Puis en fait, on va commencer avec ça. Qu'est-ce que vous avez appris de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge que vous avez appliqué en fait dans Marvel Cosmic Invasion? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris, que vous avez été en mesure de transposer? Ben, je dirais qu'il y a tout le savoir-faire qu'on a développé sur comment construire un beat'em up. C'est sûr qu'on a amené ça pour faire Marvel Cosmic Invasion, mais surtout ce qui arrivait, c'est qu'on voulait pas s'asseoir sur nos lauriers et on voulait comme pousser la forme de ce type de beat'em up là plus loin, parce que tu sais, le beat'em up en tant que tel, c'est un genre qui est tout de même un peu plus flexible que le monde pense. T'sais. Nous autres, à date, on a fait des jeux qui sont plus dans le moule de ce que Konami faisait dans les arcades des années 90. Ouais. Fait que vraiment comme, tu sais, basé sur des vagues d'ennemis puis un rythme vraiment rapide, action explosive, fun. Justement, quelque chose qui, quand tu le vois, quand tu es un jeune homme que tu vois une arcade des années 90, c'est comme manger du sucre de jouer à ça. Là. Visuellement, c'est ça. Mais t'as des affaires comme le Streets of Rage 4 qui a été publié par Dotemu, qui est aussi notre éditeur pour Marvel Cosmic Invasion, ainsi que Shredder's Revenge. T'sais, ça, c'est un beat-up qui est un peu plus méthodique. C'est plus comme, OK, il y a un groupe d'ennemis qui arrive avec certains types de moves, faut que tu ailles à eux, puis que
que tu combattes chaque ennemi avec une certaine stratégie. Tu as des affaires aussi comme Golden Axe de Sega, que tu sais, c'est un jeu avec comme une facture de barbares, puis Limited Run qui ont avec qui on a travaillé parfois chez True Games, ils font un jeu de He-Man, de Master of the Universe. Okay. Puis là, tu vois que eux autres, ça va être un peu comme un Golden Axe qui, vu que c'est des barbares, c'est comme plus lent, c'est de l'action plus pesante. Fait que, tu sais, nous, on voulait rester dans le sillon de l'action plus frénétique, plus rapide et plus, justement, des compositions d'ennemis. Mais là, on voulait amener ça plus loin. Puis la façon qu'on voulait amener ça plus loin, c'est d'avoir des personnages qui volent. Oui. Contrairement aussi à la Tortue Ninja, avoir des ennemis qui avaient des personnages jouables qui avaient des projectiles aussi. Oui. Mais toute une mécanique différente pour chacun des projectiles, c'est ce qui m'a intéressé. Là. Ben, c'est ça. Puis c'est aussi dans les Tortues Ninja, ce qui est classique, je pense, de la façon qu'ils sont faites, c'est que les Turtles sont tout de même similaires l'un à l'autre. Je pense que l'idée derrière cette construction-là, c'est que tu voulais pas désavantager aucun personnage, que les 4 tortues soient égales. Là, pour Marvel Cosmic Invasion, premièrement, un des challenges, une partie de la commande qu'on a eue de la part de Marvel, c'est comme, OK, si vous voulez faire le jeu, il faut qu'il y ait 15 personnages jouables au lancement du jeu. Fait qu'immédiatement, c'était aussi trouver comment créer 15 personnages qui allaient jouer différemment puis qui allaient se sentir différemment, mais aussi qui allaient se sentir puis qui allaient s'exprimer comme ils s'expriment dans les bandes dessinées. Comics, ouais. Puis c'est essayer comme d'approfondir comme tous ces outils-là puis toutes ces affaires-là qu'on a construit avec Turtles, qu'on a voulu amener plus loin. Puis on a voulu aussi faire ça comme pour ma part, puis avec l'équipe, au point de vue narratif, c'est comme ajouter un peu plus d'histoire, tu sais, comme pas une histoire hyper complexe non plus, mais rajouter peut-être un peu plus de détails, un peu plus de personnalité avec les personnages à travers le voice acting, des trucs comme ça. Fait qu'on voulait vraiment comme repousser la barrière, comme la barre qu'on avait comme mis avec TMNT. L'idée, c'était pas juste de reprendre TMNT puis en faire comme un skin différent avec Marvel. C'était vraiment de pousser l'expérience de joueur pour les joueurs ailleurs. Là. Ben oui, ben moi dire, si on avait juste fait un skin sur TMNT, le jeu serait sorti tellement plus rapidement. Ça, c'est clair. On aurait... Sérieux, là... Ça aurait tellement moins compliqué notre vie de faire ça. Ça aurait probablement vendu. Ça aurait probablement vendu aussi. Mais non, c'est ça, tu sais, on voulait pas s'asseoir sur nos lauriers une fois de plus. On voulait pousser ça plus loin. Et aussi, je pense que puis tout le monde, tous les partenaires ensemble qu'on a travaillé sur le premier jeu, ben on voulait que le nouveau jeu, j'allais dire le prochain jeu parce que des fois je suis comme pas encore habitué qu'il est sorti. Mais ça fait quelques semaines. Là. Ça fait quelques semaines, c'était encore nouveau. Ça fait 2 semaines, ça fait 2 semaines aujourd'hui. Exactement, fait on voulait repousser ça, puis on voulait faire quelque chose de nouveau, puis on voulait comme, tu sais, le jeu Shredder's Revenge a été très bien reçu, puis il est devenu un genre de porte-étendard pour une nouvelle vague de ce genre-là. Fait que là, on voulait comme essayer de créer le même engouement, puis d'être capable de se mettre à côté de ce qu'on a fait avec Shredder's Revenge et de pas se gêner maintenant. Tu sais, tu disais que dans TMNT, Shredder's Revenge, un des enjeux, c'était de pas faire en sorte qu'un des personnages était moins bon qu'un autre, qu'il y ait des lacunes. Mais j'ai l'impression que maintenant, puis je sais pas à quel point on l'a mentionné, mais vous pouvez incarner jusqu'à 2 personnages simultanément dans le jeu. Donc, vous pouvez passer d'un joueur à l'autre, d'un personnage à l'autre. Mais aussi, vous pouvez faire intervenir votre autre personnage quand il est pas mort dans votre partie. Donc, si vous êtes pris, si vous êtes capturé par un ennemi, s'il y a un ennemi qui s'en vient puis il vous bloque ou ce genre de choses-là, vous pouvez faire passer l'autre personnage pour essayer de l'attaquer. Donc, il y a vraiment une combinaison des deux. Est-ce que ça donnait justement plus de latitude? Parce que si ton personnage est plus lent, tu peux le jumeler avec un Spider-Man, par exemple, ou un autre personnage qui est plus rapide. Ben c'est ça, oui. C'est une façon que justement, tu sais, on voulait... Là, avec 15 personnages, on s'est rapidement dit, ben, si on a une mécanique de duo, que moi j'ai comme... Ah ben oui, comme les Cosmic Bands de Captain Marvel dans les années 70, tu sais, c'est exactement ça qu'on fait. D'ailleurs, quand on commençait à parler de ça, les trailers de Marvel avaient sorti, puis là, c'était un élément du film. J'étais comme, c'est bien gentil de leur part de faire de la pub pour notre mécanique de gameplay. C'est que, ben, premièrement, on avait 15 personnages, puis on voulait que un joueur soit pas comme, ah mon Dieu, je sais pas quel le choisir. Ben, au moins, tu pouvais en choisir 2. Et puis, là, ça nous permettait justement de les rendre vraiment différents l'un de l'autre. Comme, tu sais, il y a des personnages qui peuvent empoigner et pitcher des personnages, des ennemis. D'autres, ils peuvent pas. Il y en a qui peuvent voler, d'autres, ils peuvent pas. Il y en a qui bloquent, il y en a qui esquivent.
Puis il y en a qui ont des projectiles, d'autres non pas. Fait que là, on pouvait commencer à construire les personnages en les mettant vraiment différents les uns des autres. Puis que justement, soudainement, il y en a un qui pouvait être vraiment plus lent et d'autres vraiment plus rapides. Puis on pouvait faire comme un genre de matrice différentes et de variété pour ces personnages-là. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des personnages, si on parlait de projectiles, par exemple, Spider-Man peut avoir jusqu'à 5 toiles où est-ce qu'il pitch, ça va se régénérer, mais un personnage comme Captain America, d'ailleurs c'était ma combinaison, c'était Captain America et Spider-Man. Captain America, son bouclier c'est infini, c'est comme dans la vraie vie, il n'y a pas de balle là-dedans, il fait juste lancer son bouclier, mais ça amène une dynamique, c'est comme la mécanique est quand même différente, puis je me suis rendu compte en le jouant, puis c'est même pas en y pensant, que j'utilisais le bouclier de façon complètement différente. Si je pouvais amener mon bouclier à être lancé, me déplacer pour qu'il vienne vers moi, mais que ça touche un ennemi de l'arrière, c'était beaucoup plus puissant et efficace sur le long terme que si je faisais envoyer juste une 5 toiles pour ralentir un ennemi puis lui enlever du dommage. Il y avait comme toute une profondeur que j'avais pas remarqué initialement quand j'ai commencé à jouer. Puis pour le besoin de la chose, je dois le dire, moi je suis pas un fan de beat'em up. Je suis pourri au beat'em up. Genre, c'est pas le genre pour lequel j'ai une patience parce que justement je l'associais à quelque chose qui était excessivement répétitif et simple. Puis je sais pas, c'est peut-être la sauce Marvel, mais moi j'ai trouvé mon compte là-dedans. Là. Au contraire, j'ai fait il y a une possibilité de gameplay qui est pas aussi bête que avancer, puis on lance des poubelles, puis on fait des gars. T'sais. Ben, c'est ça, une affaire qu'avec ces personnages-là, puis avec ces pouvoirs-là, ben là, tu crées comme un ensemble d'attaques et d'utilisation de pouvoirs qui peut être comme vraiment, vraiment le fun. Et c'est ça comme... Pour nous, c'est comme le gros attrait du jeu, c'est justement, on a 15 personnages jouables, puis qui sont tellement variés, puis qui peuvent faire tellement d'affaires différentes, qu'on est très, très fiers de ça. Puis c'est comme l'attrait principal du jeu, puis aussi probablement pouvoir faire le swap entre les deux. Fait que... Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des incontournables. T'as Captain America, t'as Spider-Man, t'as Wolverine. Puis il y a des personnages un peu plus, je dirais, lugubres comme Beta Ray Bill. Ouais. Thor est pas dans le jeu, mais Beta Ray Bill est là. Iron Man est là. Mais pas Spawn, mais il y a des ennemis qui sont un peu plus lugubres comme je sais pas comment dire son nom, Cold. Null, voilà, il est présent. Fait que comment vous avez fait pour avoir le choix de on veut ces personnages-là, c'est des incontournables, on les connaît, ça fait partie du roster, puis il y en a d'autres, non, on veut aller chercher des oddities puis faire le mélange des deux. Comment ça s'est passé, ce choix-là? Mais ça, je te dirais que les personnages moins connus, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis mon pouce dans la balance pour ça. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ben, tu sais, premièrement, le jeu est basé sur le storyline Annihilation, qui a été fait en l'année 2005 de Marvel. Oui, c'était un gros event cosmique à l'époque. C'est ça, puis c'est ça qu'il y avait comme en même temps que Civil War. Fait que Civil War, c'était sur Terre, puis Annihilation, c'était dans l'espace. Dans l'espace. Et ça, c'est comme quelque chose que Marvel nous avait suggéré comme thème pour le jeu. Puis, fait que là, une fois qu'ils ont dit ça, ben là, ce week-end-là, j'étais déjà abonné à Marvel. J'ai souvent parlé à l'émission que j'étais abonné à Marvel Unlimited puis à DC Infinite. Fait que là, je pense que les deux Québécois qui se sont abonnés en même temps quand c'est sorti, c'était tous ces gens, Yannick et Benoît, qui ça comme dans leur système. Là. Ouais, je pense même on s'était écrit genre sur Facebook comme hey, il est sorti. Ouais, surtout quand Unlimited, pas Unlimited, pardon, mais DC Unlimited, pas Unlimited, Colin, DC Infinite était sorti parce qu'il était pas disponible au Canada encore. C'est ça, on était vraiment en stock. Fait que, bref, fait que là, j'ai lu toute le storyline, les mini-séries, les tie-ins, tout ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool, mais en même temps, je voyais comme OK, c'est un storyline qui est tout de même plus mature. C'est très copieux aussi, c'est gros. C'est beaucoup d'affaires, puis tu sais, il y a quelque chose quasiment de Game of Thrones-esque, beaucoup de morts, de la destruction, puis tu sais, comme le fait que la guerre dans l'espace, c'est impitoyable. Puis ça, je trouvais ça cool, mais en même temps, je suis comme, tu sais, nous autres, on veut faire un jeu qui est comme plus accessible, tout âge, des affaires comme ça. Fait que le concept qu'on a, puis aussi en même temps, ben justement, les personnages que tu parles, il y a des moins connus, puis il y en a des plus connus, ils sont pas vraiment là-dedans parce que c'est un jeu qui se passe entièrement dans l'espace. Ouais. Captain America était sur Terre pendant ce temps-là. Oui, il se battait contre Iron Man. Oui, puis voilà. Ça allait pas bien. C'est bonne run. Puis là, après, avec Fred Gemus, qui est le creative director sur le jeu, on a parlé, puis on a fait comme, OK, on peut pas faire 100% le comic, mais ce qu'on devrait faire, puis aussi, vu que chez Tribute Games, on a toujours cette facture, cette présentation-là, un peu vintage, classique, cartoon, nostalgique. Un peu pixel art. Ouais, le pixel art, puis tu sais, cette facture-là modernisée des années 80-90.
notre pitch, c'est devenu, qu'est-ce qui arrivait si, mettons, les dessins animés de Fox Kids, comme Spider-Man puis X-Men, avaient adapté Annihilation en storyline. Ah, ok, oui, je le vois. Okay. Fait que là, on s'est dit, puis moi, ce que je lui ai fait, ce que j'ai pensé plus loin, il faudrait que que ça soit plus comme un genre de blockbuster de cinéma des années 90, un peu, tu sais, comme dans Independence Day, on oublie, mais éventuellement, ils vont dans l'espace, ils vont dans le vaisseau. Fait que là, je me suis dit, OK, tu sais, si dans le jeu, les 6 premiers levels peuvent se passer sur Terre, puis que l'histoire peut être comme, on va rassembler, il y a un héros qui vient de l'espace pour rassembler les héros sur Terre, pour aller dans l'espace, puis combattre contre Annihilus, puis tous ces méchants-là, là, on a une raison pourquoi on a des héros plus connus, puis après, on a des héros plus cosmiques. Fait que l'idée de base, c'est ça, pour choisir les personnages, il y a plein de facteurs, mais comme on a parlé tantôt, il y a un aspect de quel personnage va offrir du gameplay différent. C'est comme... c'est sûr qu'une fois qu'il allait avoir Captain America, mettons, il allait pas avoir US Agent dans le jeu parce que quand tu joues, c'est le même bonhomme. Là. Ça aurait pu, mais il marche moins vite. Il marche moins vite. Il est choqué. Il est choqué tout le temps. Fait que là, c'était de choisir. Tu sais, on a fait comme des genres de gros arbres, puis des choix, puis des listes de personnages. D'autres, c'est ta job. T'imagines-tu que c'est... Excuse-moi, il faut que je t'interrompe, mais c'est ta job, ça. Ce que tu viens de mentionner, c'est le rêve, c'est le wet dream de plein de petits gars de 40 quelques années. Genre. C'est très... je suis très chanceux. J'ai trouvé ça très excitant d'avoir ça comme job. Puis ce qu'on faisait, c'est que on choisissait plein de personnages. Aussi, on conférait avec nos artistes parce qu'on était comme, OK, qu'est-ce que vous autres, vous voulez dessiner, puis qu'est-ce que vous voulez pas dessiner? Puis d'autres qui nous disaient, c'est comme, on veut pas mal faire n'importe quoi. En fait, c'est des animateurs, qui sont prêts à recevoir plein de challenges, mais ils disaient comme, ça peut être pas tous les personnages qui ont des capes, ça serait bien parce que ça va être... Animer ça, là. Parce que c'est de la ressource d'animation que tu dépenses là-dedans. Fait qu'on a commencé à faire des listes, justement, de personnages qui sont différents, qui sont aussi des différents horizons, des différents coins de l'univers de Marvel. Parce que, tu sais, quand je vois du monde, il y a du monde en ligne qui sont comme, pourquoi il n'y a pas tel personnage, mais tout le temps comme 9 autres X-Men. Puis je suis comme, regarde, les amis, c'est pas un jeu de X-Men. On n'a pas une licence de X-Men, on a une licence comme Marvel. T'sais. Storm est là. Storm, Wolverine est là. Et Phoenix sont là. Oui, Phoenix. Il y a un petit caméo aussi de Dr. Professeur X est là aussi. Vous allez sur Genosha, sacrément. Oui, c'est ça. On se bat contre des sentinelles. Là. Forge est là en caméo. Là, Chris. Il est là aussi. Boom Boom aussi est là. Tu peux la sauver. Fait que, tu sais, fait que c'était vraiment comme de choisir différents personnages des différents horizons. Puis après ça, on a nos listes. Puis moi, ce que je voulais, c'est qu'on ait justement une bonne poignée de personnages connus, puis qu'on ait des personnages moins connus, parce que moi, une de mes théories, c'est que quand tu lis une bonne run d'Avengers, t'as une 4-5 en avant que tu connais, puis il y en a une couple en arrière que tu connais moins ou qui sont nouveaux. Ou qui sont surprenants d'être choisis dans l'équipe. Exactement. Puis ça, c'est ça qui te fait comme c'est qui ça? C'est qui lui? 100%. C'est qui elle? Fait que moi, je voulais qu'on aille ça dans le jeu. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, ça serait le fun d'avoir Thor, mais selon moi, c'est encore plus cool d'avoir Beta Ray Bill parce que Beta Ray Bill, il est super cool. C'est un personnage noble puis vraiment le fun. J'aime Hulk, mais j'aime encore plus She-Hulk. Puis on a Phyla-Vell, qui ça, c'était une suggestion de Marvel. Puis tu sais, Phyla-Vell est impliqué dans Annihilation. Fait que là, ils ont fait comme, hey, voulez-vous avoir Phyla-Vell dans le jeu? Puis comme, oui, ça serait cool. Ils nous ont aussi suggéré Cosmic Ghost Rider. Qui est tellement un personnage incroyable quand vous lisez la run. Là, c'est Frank Castle d'Univers Parallèle qui devient le Ghost Rider puis devient fou. Fait que c'est comme un genre de mix entre Ghost Rider puis Deadpool, si je peux dire. Aussi, puis le Silver Surfer un peu parce qu'il s'en va dans l'espace, puis il y a toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, ça, moi, je voyais déjà aussi plus loin d'avoir à écrire des one-liners pour ces personnages-là. Puis OK, ça, je vois immédiatement comment cette personnalité-là peut bien sortir. Fait que c'était des choix de personnages que tout le monde connaît, qu'on aimait. Aussi des personnages de moins connus que moi j'aimais, que j'ai suggéré, que j'aimais beaucoup. Et aussi, Marvel, eux autres, il y avait leur propre pick. C'était vraiment comme
une décision comme commune entre tout le monde, mais il y a aussi comme mettons Nova qui est un personnage que moi j'aime beaucoup. Moi j'ai poussé pour l'avoir dans le jeu, non seulement qu'il soit dans le jeu, mais qu'il ait sa queue de cheval comme il y avait dans les années 90 parce que j'aimais vraiment ça. Fait que c'est plein de décisions comme ça qui ont créé le line-up que j'ai vu des réactions. Il y a beaucoup de monde qui les trouve cool. Il y a du monde qui sont comme choqués que leurs préférés sont pas là, mais tu sais ça tu peux pas t'en tirer là. Non, c'est sûr impossible. que non. Moi ce que j'ai vu des critiques que j'ai vu passer, c'est qu'au contraire le mélange des personnages qui étaient plus connus mettons, du public, plus néophyte, et des oddities comme justement comme Cosmic Ghost Rider ou ce genre de personnages-là, c'était apprécié. Puis moi, je pense que c'est la meilleure image que tu as donnée, c'est ça. C'est le roster d'Avengers, une run, comme la run de, je pense que c'est Jason Aaron qui a fait une run à un moment donné où t'as Captain America est là, t'as She-Hulk, puis t'as aussi le nouveau ou le plus récent des Ghost Rider qui a une voiture. Puis ce mélange-là, je pense que Blade est là dedans à un moment donné aussi. Blade est là éventuellement. Ouais, j'ai lu beaucoup pour faire ce jeu-là, mais j'ai comme power lu la run de Jason Aaron vraiment comme en un après-midi à un moment donné. Fait que je me rappelle l'avoir lu, je me rappelle des images, mais je me rappelle pas tout ce qui s'est passé, mais oui. Il y a beaucoup de stock. Ils vivent dans un Celestial dans la série. Puis... Il y a beaucoup d'Avengers russes, là. Il y a un ours... je pense qu'il s'appelle Ursa Major. En tout cas, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans la série, puis c'est ce que tu viens de dire, c'est justement le contraste entre des personnages plus wacky, puis des personnages qui sont plus établis, puis que le public connaît. Tu parles de Marvel depuis tantôt, c'est une question qui me brûle les lèvres. Comment c'est travailler avec Marvel? Comment ça commence la collaboration? Moi, j'imagine un boardroom sombre avec des visages en contre-plongée, puis on les voit pas. Mais comment ça fonctionne? La façon dont ça fonctionne, premièrement, on travaille avec Marvel Games, qui est une compagnie différente qui, tu sais, nous autres, on a découvert, c'est, chez Tribute, on a une vingtaine. Puis justement, on a eu ça fait un gros 2 ans qu'on est parce que on a fait grossir la compagnie, puis on a séparé comme la compagnie en deux, une moitié qui travaille sur Marvel, puis l'autre qui travaille sur Scott Pilgrim EX. Et puis mais c'est ça, Marvel Games sont comme une vingtaine, comme nous autres, puis eux, ils régissent... comme les licences? Entre guillemets, l'exploitation, l'utilisation de la licence à travers les différents projets, puis leur travail à eux autres, c'est de approuver et de nous guider et de donner leurs commentaires sur ce qu'on fait. Mais c'est des nerds aussi. Oui, non, absolument. Comme moi, j'ai surtout interfacé avec Jackie Martinez, qui est une de leurs dirigeantes au niveau de direction artistique, puis Brian Marquez, qui, lui, est comme un peu l'interface entre le talent des différents studios. Lui va parler à différentes personnes. Mais tu sais, c'est tout du bon monde, là, puis ça a été super bien travaillé avec eux autres. Puis je dis pas ça parce que... pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques, sinon je dirais une affaire comme plus générique, comme ça aurait le plaisir. Mais c'était vraiment le fun parce que, moi, dire, quand on fait des jeux en pixel art, c'est beaucoup de travail. Puis les personnages, ils ont beaucoup d'animation, faut qu'on se mette vite au travail, puis avec Marvel, tu leur envoies quelque chose, en dedans de 48 heures, même en dedans de 24 heures, ils te réécrivent, puis soit ils te donnent le go, puis ce qu'ils nous ont donné le go, vraiment souvent, c'est vraiment cool, puis si c'est pas le cas, ils envoyaient des versions avec du art ou quelqu'un de leur bord qui avait redessiné des affaires, puis dire « Hey, on veut plus ça comme ça, c'est possible. » Okay, ce qu'on appelle une vraie collaboration. Oui, c'est ça, puis ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Puis ils mettent vraiment comme tout à notre portée, comme tu sais, pendant un bout, on était comme « OK, dans le jeu, tu as des pick-up, tu te ramasses des affaires pour avoir de l'énergie puis de la bouffe. » Ouais, comme dans les vieux jeux rétro, de la bouffe, une pizza. Mais on voulait pas que ce soit juste les mêmes affaires, puis là, à un moment donné, je suis comme « Ah, mais la bouffe de Wakanda, c'est quoi? » Parce que c'est une affaire qui est plus difficile à aller... Tu sais, je peux aller relire la run de Ta-Nehisi Coates de Black Panther, mais je vais pas nécessairement... Ça se peut que je cherche longtemps avant de trouver comme de la bouffe. Ouais. Mais eux autres, il y avait un PDF comme « Hey, la bouffe de Wakanda, c'est ça, les amis. » Puis je pense que même c'était peut-être une nouvelle affaire qu'ils avaient faite comme juste pour nous autres, mais ils nous ont envoyé comme des ressources comme la bouffe de l'espace, ça peut ressembler à ça, puis fait qu'il y avait beaucoup de trucs comme ça. Cela dit, moi, j'avais ma fierté de nerd que je voulais pas avoir trop à leur demander de l'aide. Fait que je faisais mes propres recherches, mais tu sais, éventuellement, mettons, quand j'ai envoyé mes textes pour le jeu, ils m'ont
il y a juste 3-4 affaires qui m'ont demandé de changer, puis c'était des affaires extrêmement minimes. Fait que nous autres, ça s'est super bien passé. Puis quand on les a rencontrés une couple de fois, on a été au Comic-Con avec eux autres cet été de San Diego, et puis on avait été aussi au Summer Games Fest pour annoncer des trucs. Puis justement, quand ils nous ont sorti un restaurant mexicain, c'était vraiment fun. Puis quand je me suis assis, la personne qui s'est assise à côté de moi, c'était Haluk, c'est comme le vice-président de la compagnie. Puis il venait juste de s'acheter la Switch 2, puis là, il l'a sorti, puis il me montrer qu'il avait downloadé Shredder's Revenge comme en premier dessus. Là. Il était vraiment en stock. Là. Fait que c'était vraiment comme une super belle expérience. Nice. J'espère qu'on va continuer à travailler avec eux sur d'autres trucs, parce que c'est ça s'est super bien passé. Puis non, c'est vraiment bien. J'ai rien à redire là-dessus. Nous autres, on avait hâte de travailler là-dessus, mais on savait pas si on allait être dans un labyrinthe de boîtes à cocher d'approbation, avec Disney. Mais non, c'est Marvel Games qui gère tout ça. Puis, ça me surprend pas le succès qu'ils ont eu dans l'arène de jeux vidéo avec, tout ce qui se passe avec Marvel Rivals, les jeux de Spider-Man, le jeu de Wolverine qui s'en vient aussi, qui a l'air vraiment cool. J'ai hâte de ce jeu-là. Tokon aussi, qui a l'air vraiment sick. J'ai toujours pas joué parce que je suis moins un gars de fighting game, mais j'ai hâte de pouvoir jouer à Wolverine maintenant. Puis, savoir comment eux autres ils fonctionnent, ça me surprend pas que ces projets-là sont nice de même, puis ils ont une fidélité à la source originale des comics. C'est toujours le fun de travailler avec du monde aussi qui font pas juste faire partie de la chaîne d'approbation juste pour approuver. T'sais. Comme du monde, c'est sûrement des vrais passionnés de Marvels, ou à tout le moins ils ont lu des comics ou ils ont un intérêt pour. En tout cas, c'est la façon que tu les décris, ça semble être ça. Sans parler des affaires qu'eux autres ils m'ont parlé, de ces gens-là qui ont travaillé dans des postes semblables où ils géraient d'autres propriétés pour être l'interface avec des studios de jeux vidéo, puis que la compagnie parente pour laquelle ils travaillaient, ils disaient comme « Ah non, ça, c'était pas le fun », ou « Ça, on n'était pas comme... » J'imagine qu'il n'y avait pas autant de ces gens-là quand ils travaillaient aux autres places, l'autonomie qu'il y avait maintenant chez Marvel Games pour donner les feux verts ou donner du feedback ou des affaires comme ça. Fait que non, c'est super cool de travailler avec Marvel Games. Tu parlais d'Annihilation, la série qui a inspiré en partie l'histoire. Fait que c'est drôle parce que c'est comme un peu à la manière de Marvel Studios. Vous avez fait une adaptation de certains contenus qui existaient déjà pour en faire. Dans ce cas-ci, c'était un jeu. Mais toi qui lis déjà du comics depuis longtemps, puis t'es quelqu'un qui lit du comics, t'apprécies le comics et tu le vois pour ce que c'est, là, comme une forme d'art à part entière. Là. À quoi tu as accès quand tu travailles avec Marvel? Est-ce que tu as autre chose que ton Marvel Unlimited? Ou Marvel te dit, voici, tu as un archive particulier, qu'il y a juste ces gens-là avec qui on travaille, auxquels ils ont accès? Ils donnent un abonnement gratuit à Marvel Unlimited si tu le veux, mais c'est comme les amis, je l'ai déjà. Je vais le prendre, mais je l'ai déjà. Ouais. Mais sinon, justement, c'est accès à plein de trucs comme ça, justement, à voir, comme savoir, comme, tu sais, je me rappelle un moment donné, j'étais comme, pour les artistes, c'est quoi l'alphabet du Wakanda? Parce qu'on veut qu'il y ait faut qu'il y ait des pancartes avec des affaires écrites dessus. Fait que là, c'est quoi l'alphabet du Wakanda? Fait que là, ils nous l'envoient. Puis des fois aussi, on est comme... Parce qu'on allait avoir des voice-overs pour le jeu. Fait que là, j'étais comme, OK, quand Black Panther il dit le nom de ses moves, devrait-il dire quelque chose en anglais? En anglais, ou tu sais, y a-tu un dialecte, un véritable dialecte africain qui se rapproche le plus de ça? Mais là, on s'est dit comme, tu sais, est-ce que le voice actor va savoir ce dialecte-là? Puis là, tu sais, là, soudainement, tu vois ce qui va te rajouter 5, 10, 15 minutes de plus dans le studio d'enregistrement. Fait que t'es comme, OK, non, on va y aller avec l'anglais. Mais tu sais, ils ont tout le temps comme des ressources pour ça. Mais justement, moi, je voulais être bon élève, premier de classe. Fait que je faisais mes recherches avant. Et en dernier recours, je leur demandais. Non, il y avait tout le temps plein de bonnes affaires comme ça. Puis tu sais, des fois, ils nous envoyaient comme... si on demandait justement un affaire pour Wakanda, ils faisaient juste nous envoyer les PDF genre de visual guides des films qui sont sortis, puis des affaires comme ça. Fait que non, ça se passait très bien. Puis tu parlais du voice acting. Je sais que pour Teenage Mutant Ninja Turtle, tu as eu à travailler avec les acteurs qui ont fait les voix pour les personnages. Est-ce que ça a été le même cas pour Cosmic Invasion? Oui, pas mal. Oui, on a eu... tu sais, on a...
setuper notre propre liste d'acteurs qu'on voulait, puis on a pratiquement eu tout le monde qu'on voulait. Wolverine, excuse-moi, l'acteur qui fait Wolverine, est-ce que c'est l'acteur qui fait Wolverine dans les jeux ou c'est quelqu'un qui ressemble énormément dans les jeux, dans les dessins animés, ou c'est quelqu'un qui C'est ressemble bel et bien énormément? Cal Dodd Sacrement. qui fait... c'est très spécial. Moi, là, comme en avril dernier, là, quand on a quasiment fait tous les voice-overs je te dirais quasiment un mois. J'ai passé un très beau mois d'avril, je te dirais, de voir tous ces acteurs-là faire, de jouer ce que j'avais écrit, puis pour la plupart, puis il était tout de même vraiment... il avait l'air content. Tu sais, comme Carl, il me l'a dit. Là, il me l'a dit comme, hey, vous avez... Il y en avait des bonnes là-dedans. Là. J'étais comme, cool, man. Man, pour vrai, je veux dire, c'est comme si vous avez croisé Yannick à Montréal dans cette période-là, puis il y avait un gros smile, c'est parce que c'était ça. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que oui, on a Cal Dodd qui a fait Wolverine, Alison Seeley-Smith qui a fait Storm, tous les deux de X-Men 97, puis aussi Jennifer Hale, qui elle aussi est maintenant Phoenix. Jean Grey dans X-Men 97, mais elle était devenue Phoenix depuis longtemps. Elle l'a fait dans Marvel, Ultimate Alliance 3 et d'autres. Boy, j'ai joué à ce jeu-là, je me souviens pas de ça. Puis on a aussi beaucoup d'autres voice actors qui étaient soit dans Marvel Ultimate Alliance 3 ou qui étaient dans les dessins animés comme dans Brian Bloom qui joue Captain America dans Earth's Mightiest Heroes, puis qui l'a joué aussi, je pense, dans un des Marvel vs Capcom. Fait que lui, on l'a eu. Puis il avait déjà joué le Silver Surfer dans genre un vieux jeu de GameCube pour Fantastic Four 2. OK. Fait que là, on était prêts pour faire le Silver Surfer. Puis, mais ce roster-là qui est tiré de plein de trucs, plein de projets, est-ce que c'est Marvel qui vous les suggère? Si vous autres, en tant que fanboy, vous faites « Oh shit, on va aller chercher ces gens-là ». Eux autres, ils nous ont envoyé une liste comme « Voici les acteurs qu'on aime. » on fait affaire. Beaucoup qu'on fait affaire. Et puis, nous autres, on a fait comme, il y en a qui étaient vraiment bons, il y en a qu'on préférait comme différentes voix pour la différente personnalité que les personnages allaient avoir dans notre jeu. Fait qu'on suggérait comme d'autres versions dans ce cas-là. Comme, c'était différents acteurs, comme, tu sais, mettons, Yuri Lowenthal, qui est bien sûr le jeune Hogarth dans The Iron Giant, mais c'est lui qui est maintenant Spider-Man. C'est Spider-Man de PlayStation, puis il est comme maintenant il est quasiment comme le Spider-Man officiel sur quasiment toutes les plateformes. C'est pas lui qui a fait la voix dans la série des années 90 ou c'est moi qui capote? Là? Non, c'est pas lui, mais mais moi, j'aimais beaucoup, mettons, Josh Keaton, qui était dans le dessin animé Le Spectacular Spider-Man. Oui, qui a eu plusieurs noms à cette série-là. C'est ça, puis lui, je trouve qu'il était un vraiment bon Spider-Man, puis c'était l'acteur aussi que Marvel préférait pour faire Iron Man, parce qu'il y a comme un bon Robert Downey Jr. like. Fait que là, moi, je disais comme, regarde, si on peut avoir le même gars pour faire les deux, c'est juste une séance pas trop longue, là, on rentre dans notre argent. Fait que là, j'ai comme, tu sais, s'il est là pour Iron Man, on essaie-tu de l'avoir pour Spider-Man. Fait qu'on a essayé comme de prendre des acteurs différents pour des rôles comme ça, puis justement, c'est comme la voix de Beta Ray Bill, c'est lui qui le faisait dans Earth's Mightiest Heroes, dans Avengers. Il y a beaucoup de personnages comme ça, on les a comme pris ici et là, des dessins animés, comme Elisha Otaru qui joue She-Hulk. Elle avait joué She-Hulk dans une affaire qui s'appelait Spider-Man and His Amazing Friends. C'est vraiment une série comme... C'est une affaire de 5 minutes, puis... je pense que je sais c'est quoi. C'est une aventure... écoute ça, là. C'est une aventure où She-Hulk a joué au volleyball avec Spider-Man, puis il défait le château de sable de Hulk, puis là, il est choqué à cause de ça. Puis, mais là, j'écoutais sa voix, puis je suis comme, sa voix est bonne, là. C'est une bonne performance de She-Hulk, ça fit avec ce qu'on veut, ce que moi je veux écrire pour le personnage, puis qu'est-ce qu'on veut, la personnalité qu'on veut lui donner dans le jeu. Fait qu'on va lui demander, tu sais, si elle est down. Puis c'est ça, on a été chercher plein d'acteurs comme ça et dans les différents dessins animés, certains qui avaient fait un peu des jeux vidéo, puis ma foi, tout le monde voulait être là. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties, comme par exemple, tu parlais de l'acteur qui jouait X-Men dans les années 90, mais qui est revenu pour X-Men 97, qui est the best fucking shit ever. Y avait-tu quelque chose qui est ressorti des sessions d'enregistrement auxquelles t'as pas pensé, puis que le script a été modifié en conséquence, ou peut-être même dans l'intonation ou dans la direction? Ben, un moment donné, quand on faisait... on enregistrait Carl qui joue Wolverine, disait il y a une phrase que j'aime beaucoup de Wolverine, c'est dans le X-Men original, c'est quand il attaque le Hellfire Club où c'est que tous des soldats ont des costumes, puis c'était comme Where do these guys do their shopping, quelque chose comme ça. Je dis, moi je l'aime cette phrase là, puis là on est comme si tu veux la dire, si tu veux la faire, on va la prendre, on va la mettre dans le jeu là. Fait que c'est ça aussi, on était comme
c'est une affaire aussi avec ces acteurs-là. Ils sont tellement bons puis ils ont tellement joué ces personnages-là. Ils les connaissent. Que, tu sais, on était ouvert comme, tu sais, je disais souvent comme, OK, moi, je les ai écrits de même parce que ça avait du sens pour moi, mais si tu penses que ton personnage, il le dit autrement, tu peux le dire autrement. Tu sais, on se fie à toi, t'es l'auteur ou l'autrice de ces personnages-là quand tu le fais. Là. C'est drôle parce que de plus en plus, puis la façon que tu dis ça, c'est l'idée d'une collaboration. Tu sais, je pense que des fois, les gens ont une image d'un réal ou quelqu'un qui dirige comme là, tu vas y aller comme ça, puis exactement comme ça, puis voici la note. Mais je pense que le résultat d'une vraie collaboration, c'est quand tout le monde peut y amener un petit peu son grain de sel. Puis c'est à travers tout ça qu'il y a les genres de flagrance, puis que les liens se forment. Puis en fait, de plus en plus, ce que tu dis, c'est ça. C'est littéralement l'idée d'une collaboration au niveau Marvel, voice acting, niveau toute votre production finalement. Ben, c'est comme ça que ça s'est vraiment bien passé que tu sais, justement, là, je pense que tout le monde est pas mal rodé, fait qu'on se fie à ce que dans tous les corps de métier de faire le jeu, ben, que les gens puissent justement prendre en charge leur bout de job puis bien le faire. Là. OK. Je vais avoir des petites questions vraiment de Geek Canal. De toute façon, on est au Mystérieux Étonnant pour ça, parce que, pas parce que pour des questions Geek Canal, mais pour les questions un peu plus pointues. Dans le jeu, vous visitez différents lieux tirés du Marvel U. Bien sûr, vous êtes à New York, vous allez sur la Lune. Donc, les Inhumans, on oublie tout le temps les Inhumans. Hein? Vous allez au Savage Land. Vous allez à Genosha, mais pas Krakoa. Non. Pourquoi? J'imagine, parce que je me suis dit, connaissant Yannick, il s'est sûrement posé la question. Ben, nous autres, vu qu'on essaye de rester dans une genre de vibe iconique des années 90, à cette époque-là, Krakoa, c'était juste la fois où les X-Men ont eu leur première aventure. Oui, l'île vivante. C'était pas encore devenu le nouveau paradis Eden, potentiellement. Puis certains diraient potentiellement un endroit qui ressemble à d'autres endroits qui sont dans le monde, qui sont vraiment à contester et que le reste et que des gens veulent détruire. Mais bref, j'aime ces comics-là. J'aime surtout la run initiale de Jonathan Hickman. Ouais. Mais là, je suis comme ça nous amène loin, par exemple. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, Genosha, c'est pas tant Genosha que ça, c'est une manufacture de sentinelles. Il faut comme que comme une sauce, il faut que tu réduises un peu les lieux à une expression plus simple. Puis j'étais comme, non, Krakoa, j'aime ça Krakoa, mais ça va trop être complexe, ça va trop être... Pourquoi Magneto, il est là, il est habillé en blanc? Est-ce que le Quiet Council est là, en arrière, en train de juger des choses? En train de chiller pendant que le monde se bat avec des mouvements comme en loop. Exactement, tu sais, c'est comme... C'était un petit peu too much, là. Mais est-ce que cette restriction-là, c'est vous autres que vous voulez imposer ou c'est Marvel Games qui dit on va pas là pour ce jeu? Malheureusement, c'est juste des affaires que moi-même je m'impose. Si tu peux, une affaire que tu peux remarquer dans le jeu, c'est que personne n'appelle Iron Man Tony Stark. Ah oui, c'est vrai. Parce que dans les années 90, le monde ne savait pas. Ne savait pas. Il pensait que c'est son garde du corps. Fait que le monde ne savent pas que c'est... Fait que moi, je me suis mis plein de genres de règles narratives, probablement un peu niaiseuses, mais qui faisaient fitter les personnages puis le monde de cette façon-là dans l'univers. Fait que... Mais c'était pas c'était pas des trucs comme ça qui venaient de Marvel Games ou rien de ça. Malheureusement, c'est tout infligé par moi. Ah boy. Donc, Spill the Tea, lieu ou personnage qui a été coupé, qui aurait pu facilement... Que tu as le droit de parler, là. Ça va pas d'un compte ton NDA, là, mais qui a failli faire le jeu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux mentionner? Pas vraiment, parce que je te dirais que la création des lieux, immédiatement, tu les fais pour qu'est-ce qui est différent l'un de l'autre. Ouais. Fait qu'il n'y a pas vraiment comme de places différentes. Il y a des places que c'est Marvel qui nous ont suggéré, comme Destromundo, qui est avec, tu sais, comme Lady Bender, ça c'est une affaire qui a été créée dans les années 2000 dans une run du Hulk de Amadeus Cho. Comme ça, c'est une affaire plus nouvelle, tu sais. Moi, si j'avais resté vraiment guindé dans mes affaires, j'aurais juste pris quelque chose qui existait dans les années 90, mais eux autres, ils voulaient faire comme « Ah non, mais tu sais, c'est pas juste ça, il faut qu'il y ait des nouvelles affaires. » Fait que, tu sais, Destromundo, c'est leur suggestion. Puis justement, Null et Clintar, la planète des symbiotes. Des symbiotes, ça aussi, c'était comme leur suggestion à eux autres, mais j'étais comme « Ah, mais c'est sûr que ça va faire comme... » Tu sais, je pensais à notre directeur artistique, Adam, comme lui... il allait faire comme une planète vraiment funky de ça. Puis là, lui, il voulait vraiment avoir une planète
avec un ciel coloré plus Star Trek années 60 dans Patente. Fait que là, il était vraiment content qu'il y ait ça pour ces affaires-là. Mais sinon, tu sais, il n'y a pas vraiment de trucs qui pouvaient pas être là. Tu sais, des affaires qui sont pas dans le jeu, c'est de mes extravagances. Comme, tu sais, il n'y a pas vraiment d'affaires, mettons, d'identité secrète dans le jeu. Ouais. Comme moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé ça, qui Genre quoi, t'es un personnage sous sa forme civile? Ouais, comme, mettons, moi, je disais, mon rêve que, tu sais, j'ai lu comme relu le, je pense que c'est Operation Extolerance ou quelque chose comme ça, mais bref, le premier storyline de Genosha, puis tu sais, il montre vraiment comment Genosha est faite, puis il faut que tu te rendes pour la manufacture de Sentinelle où ce que les mutants qui sont kidnappés ou sont retenus prisonniers, il faut que tu prennes un train, puis tout ça, puis là, moi, j'étais comme, OK, on va voir une cutscene où ils sont en train au début, puis là, ce qui est cool, c'est que dans la cutscene, les héros, ils vont être en identité secrète dans le train, mais là, il va y avoir une transformation. On va les voir se changer, puis là, le jeu va commencer, ils vont commencer à se battre, là. Je me suis fait dire comme, ceci est trop de ressources, ou quelque chose qui n'a pas rapport qui est pas jouable, t'amène à rien. T'amène vraiment trop de nouvelles animations. Tu sais, va falloir comme designer un Steve Rogers, un Peter Parker, un Eddie Brock. Puis là, je suis comme, ben oui, c'est cool, n'est-ce pas, les amis? Man. On va les voir se transformer, c'est le best. Puis là, c'est comme, non, ceci est too much. Fait que là, j'ai fait comme, non. Je dois t'avouer que c'est une des choses qui m'a un petit peu surpris parce que qui dit, puis ça, je sais que les gens à la maison, peut-être que vous ne l'avouez pas. Mais moi, en tant que fan de comic book puis de jeux de comics là, ou d'adaptation de comics en jeux vidéo, une des choses que j'aime, c'est la fucking guenille. OK? Quand je joue à Spider-Man, là, moi, je fais toutes les poignées comme les costumes alternatifs et tout ça. Puis je m'attendais à ce qu'il y ait cette option-là éventuellement dans le jeu où on peut unlocker, débarrer des costumes alternatifs. Est-ce que ça a déjà été dans les cartons ou je sais que c'est pas nécessairement ce jeu-là, mais il y a des palettes, il y a différentes palettes que tu peux unlocker, mais un costume en tant que tel, c'est pas faisable pour nous vu que tout est illustré à la main. OK, oui, faire un autre costume, c'est quasiment essentiellement le même travail que faire un autre personnage. Mais tu sais, regarde, moi j'aurais aimé ça qu'il y ait un Ben Reilly là, avec sa petite capuche, là, j'aurais aimé ça. Un Scarlet Spider, man. Un Scarlet Spider, j'aurais aimé ça, mais non, c'était pas Iron Spider, man. Ben oui, ça aussi, ça aurait été le fun, mais non, tu sais, il y a juste le palette swap vraiment qu'on peut faire, parce que sinon j'aurais aimé ça, mettons, qu'il y ait différentes aussi armures d'Iron Man ou différents costumes pour She-Hulk ou plein d'affaires de fun comme ça, mais non, ça c'était pas faisable malheureusement là, selon nos ressources là. OK. Je sais que pour Shredder's Revenge, il y a eu des personnages qui éventuellement sont devenus disponibles quand vous achetez. Quand en fait vous avez la version gratuite qui vient avec Game Pass sur Xbox Series X et S, vous avez certains personnages qui sont disponibles, d'autres qui sont lockés, il faut payer pour pouvoir les obtenir. Est-ce que, je ne sais pas si ça a été annoncé, fait encore une fois NDA, est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui s'en viennent du côté de Marvel Cosmic Invasion? Il y a des personnages qui vont peut-être faire leur apparition. C'est pas quelque chose que je peux discuter. Okay. Et je te dirais même que je ne voudrais pas en discuter vu que le jeu n'est même pas sorti qu'il y a un mois. On a tout épuisé, on l'a... Tu sais, dans certaines productions, quand t'es vraiment chanceux, tu termines le jeu, tu peux t'asseoir peut-être 3 mois dessus, puis faire des versions physiques, puis des affaires comme ça, après le sortir. Nous, la fin de la prod est passée à travers, mettons, le polish et le faire passer à travers les tuyaux des plateformes. Et tout de même... Et ça, c'est complexe. C'est tout de même complexe, puis ça, c'est tout de même pas si loin de quand il est sorti. Fait que je te dirais que le monde... Depuis que le jeu est annoncé, le monde veut du DLC. Ce qui est très excitant, ça montre qu'il y a une passion pour ce qu'on fait, puis ils en veulent plus, puis le monde veut leur bonhomme préféré dans le jeu, et ça, je comprends ça, mais ma foi, on vient juste de le finir. On n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre. C'est fou, hein, pareil. Tu sais, comme, des fois, Jake ou nos amis qui font de la BD, ils ont un peu le même discours, dans le sens qu'ils ont travaillé 1 an et demi, 2 ans sur un album, puis on s'entend, c'est du travail, c'est énormément de travail, mais tu n'as pas de contrôle sur la vitesse à laquelle les gens vont finir le dit album, fait que c'est comme... t'as fini 145 minutes, j'ai passé 2 ans de ma vie là-dessus, tu sais. C'est pas exactement la même chose, non, j'ai l'impression que c'est un peu similaire. Mais c'est la même chose, tu sais, je pense qu'on a eu tout de même un nouveau public avec ce jeu-là qui pense que parce que c'est un jeu de Marvel, que c'est comme une production plus, mettons, AAA, puis qu'ils sont pas familiers, mettons, avec le pacing d'un beat'em up, mais tu sais, un beat'em up, c'est pas supposé être long, tu sais. Non. Fait que j'ai vu du monde être comme...
j'ai payé 30$ pour ça, puis j'ai payé 30$ US pour ça, et c'est juste ce nombre d'heures-là, puis c'est comme, les amis, désolé, c'est pas supposé être long de même. Mais attends, là, le but, c'est de vous refaire les niveaux avec des personnages, parce que vous pouvez, ça c'est une autre affaire que j'ai bien aimé, c'est que vous pouvez mettre à jour, vos personnages se mettent à jour au fur et à mesure que vous avancez, puis vous battez des ennemis, faire des combos. Moi, j'ai tout le temps eu comme une écœurantite de ce genre d'affaires-là, les combos. Mais pour vrai, no joke, c'est pas juste parce que je connais Yannick puis que j'étais un petit fanboy de Marvel. J'ai vraiment eu du fun à jouer au jeu. Puis là, j'étais comme, j'ai fini le jeu en fin de semaine parce que j'ai passé la fin de semaine dessus. Puis là, j'étais comme, puis mon premier réflexe, c'est de dire, mais c'est un peu, attends, là, faut que je revienne en arrière, tu sais. Faut que je recommence à travailler sur les nouveaux joueurs, les autres personnages que j'ai unlockés, puis essayer de voir comment je préfère des combinaisons. Parce que moi, j'étais un gars de safety, ça a été mon Spider-Man, ça a été mon Cap. J'ai comme, comment je pourrais passer au travers, comme avec peut-être des personnages qui sont plus difficiles pour moi à jouer. Comme un She-Hulk, c'est un tank. Elle va plus lentement. Mais clairement, elle a des avantages que les autres personnages n'ont pas nécessairement. Fait que ça va être de découvrir ça au fur et à mesure. Puis j'ai joué tout seul, fait que l'idée, c'est de, avec ma deuxième manette, peut-être avoir un deuxième joueur. Ça fait 4 personnages de Marvel simultanément que vous pouvez avoir sur l'écran. Ça peut venir... D'ailleurs, est-ce qu'il y a une adaptation au niveau de la difficulté par rapport à ça, à partir du moment où vous avez oui, quand tu as plus de joueurs, les vagues deviennent plus complexes. Il y a plus de Puis c'est une affaire qui m'a surpris parce que Shredder's Revenge avait des niveaux de difficulté qu'on pouvait choisir au début de, je pense que c'est sa campagne. Il n'y avait pas ça pour ce jeu. Il y a ça dans le mode arcade. Dans le mode story, c'est toujours le même niveau de difficulté. Tandis que dans le mode arcade, tu peux... Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui fait que... c'est juste qu'on voulait justement que les deux modes... on s'était fait comme dire comme dans Shredder's Revenge les deux modes sont un peu pareils. Fait que là, on s'est dit comme d'abord mettons le niveau de difficulté, on va juste le mettre dans le mode arcade, c'est essayer de différencier les différents aspects du jeu là. C'est une raison pour on a fait ça là. OK. Dernier petit truc, on va finir bien dans pas long. Je me dirais, tu sais, comme là tu parlais beaucoup de l'inspiration des années 90, clairement le jeu est basé sur certaines séries, comics de cette période-là, quoique des trucs qui dépassent, qui sont, comme tu disais, Amadeus Show, Saron, tout ça, c'est plus récent. C'est quoi le danger de faire tout le temps dans la nostalgie? Parce que clairement, ce produit-là est un peu basé sur de la nostalgie. Où vous avez trouvé qu'il y avait des limites à la nostalgie? Est-ce que ça s'est reflété dans le game design? Pas dans le game design parce que, justement, tu vois, la nostalgie et... tout ça, c'est une affaire à laquelle que je pense beaucoup depuis avoir travaillé sur Shredder's Revenge, parce que tu sais, avant, on faisait encore des jeux en pixel art puis des affaires comme ça, mais on se voyait juste comme nous autres, on est des artisans qui travaillent avec des genres qui existaient avant, mais on les remet au goût du jour. Ouais. Il y a encore une autre partie de notre job qui est ça. Cela dit, depuis qu'on a fait Shredder's Revenge, puis là, ce qu'on fait aussi avec Marvel Cosmic Invasion, je suis très au courant que je suis moi aussi devenu un vendeur de bonhomme et un vendeur de trucs de nostalgie, puis te rappelles-tu de cette affaire-là, puis de cette affaire-là que tu as vu dans un comic, puis des affaires comme ça. Ouais. Et si quelqu'un me dit ceci est pas entièrement bon pour l'univers dans lequel on vit en ce moment, je serais pas... Je te dirais qu'il y a des affaires moins positives qui viennent avec ça, on vit dans une époque qui est moins certaine que jamais. Puis que je comprends que ce genre de divertissement-là est comme peut-être plus puissant à cause de ça, parce que tu veux te réconforter dans le passé. Puis qu'en même temps, peut-être que c'est négatif, justement, puis qu'on devrait... De vouloir vivre dans le passé. De vouloir vivre dans le passé. Ouais. Puis... c'est une affaire à laquelle que je pense beaucoup, mais regarde, je peux juste faire moi et mes collègues de chez Tribute Games, et bien sûr aussi nos partenaires chez Dotemu, qui est notre éditeur qui nous aide dans cette aventure-là. C'est un français, je pense. Oui. Ouais. Shout-out au beau monde de Dotemu. Hello. On fait tout ça avec beaucoup de sincérité et pas de cynisme. C'est ça sent pas ça. En tout cas, j'ai pas senti le cash grab dans le produit final. C'est ça. Fait que moi, je peux juste penser, OK, moi je le fais, j'aime ces personnages-là, sincèrement. C'est des affaires qui sont peut-être naïvement très importantes pour moi, les super-héros, puis les notions, puis les valeurs que ces personnages-là véhiculent. Je te dirais qu'il y a beaucoup de ça qui est...
raconté dans la fin le speech du Watcher dans la fin du jeu, ça raconte beaucoup comme moi je me sens face à ces personnages-là. Et oui, le Watcher est présent. Oui, le Watcher est présent. Pas le choix. Le Watcher est très utile pour faire des raccourcis narratifs, je te dirais. Puis, hey, ça fait partie de l'univers de Marvel. Ben oui, regarde, voilà, les outils sont là, on va les prendre. Moi, quand je l'ai vu, je fais comme... Le Watcher, habituellement, il pop quand il y a quelque chose de super important qui se passe. Hein, il est pas là pour les petits événements avec genre, oh shit, The Watcher est là. The Watcher est là, à cause de l'annulation, c'était l'Annihilation War, c'est dangereux. Fait que, regarde, on peut juste les faire ces affaires de façon vraiment sincère, ce qui, moi, c'est comme ça j'ai approché ça, puis je pense qu'on a tous fait ça chez Tribute Games. Mais regarde, le danger de faire des affaires juste pour la nostalgie, c'est ça. Puis là, ça fait 2 productions qu'on fait comme ça. Alors, on fait Scott Pilgrim. Tu vois, c'est intéressant parce que Scott Pilgrim, moi, c'est arrivé dans ma vie quand j'avais 23, 25 ans. 2011, 2010, je me souviens plus. Non, c'est sorti comme... Le premier livre est sorti comme... ah ouais, j'ai focusé sur le film. En 2004. En genre, 2004, ouais. 2004-2005. Fait que ma relation avec Scott Pilgrim est différente parce que j'étais dans ma jeune vingtaine. Fait que ce on raconte avec ça, c'est un petit peu différent, même si c'est en pixel art, puis même s'il y a des affaires comme ça là-dedans aussi. Là. Mais c'est une affaire à laquelle je pense beaucoup. Puis regarde, c'est drôle, t'arrives un peu aux mêmes conclusions que... Je sais pas si tu connais le YouTuber Patrick Whalen, qui fait des analyses de films extraordinaires. Oui, j'aime beaucoup. J'ai pas vu ces 2 dernières vidéos sur les Legacy Sequels. Les Legacy Sequels, c'est vraiment 2 trucs. Moi, j'adore ce genre d'illiberlu-là, de gars qui sont capables de parler de façon très sérieuse de trucs plus populaires, puis de pas cracher sur aucun des 2. Et il pense sur les Legacy Sequels, puis sa conclusion, c'est exactement ce que tu as mentionné il y a quelques minutes, c'est l'idée qu'on est dans des temps incertains, et veut pas, peut-être que notre consommation à ce type de produit-là, puis là-dedans, je vois pas ça, j'ai pas d'opinion par rapport à ça, je sais pas que c'est mal ou bien, là. C'est peut-être une façon de composer avec l'incertitude, de jouer un Turtle, jouer un truc de Marvel qui rappelle les années 90. T'sais. Je suis moi-même coupable d'écouter des films d'American Pie parce que ça me rappelle quand j'étais jeune, toutes les choses étaient simples. Fait que, tu sais, quelque part, est-ce que c'est éviter le réel ou c'est juste se réconforter pour se régénérer? J'ai pas de conclusion là-dessus. Ben, tu sais, regarde, il y a plein de... Mais je pense beaucoup à ça. Il y a un podcast en ce moment qui s'appelle How We Made How I Met Your Mother, qui est par le co-créateur d'How I Met Your Mother et l'acteur Josh Radnor, l'acteur qui joue Ted. Et... il parle beaucoup de ça parce qu'il parle... Non, il y a un aspect nostalgique de... Hey, quand on était jeune, on faisait cette émission-là. Mais aussi, How I Met Your Mother, c'est une émission où le cadre narratif, c'est un homme qui raconte à ses enfants comment c'était dans sa trentaine quand il a rencontré ce monde-là. Puis, Josh Radnor, il a dit une citation d'un dramaturge, je ne me rappelle pas du nom, mais il a dit « La nostalgie, c'est... quand tu te rappelles d'une époque que tu sais que tu as survécu. Puis que tu as été capable de passer au travers. » Ah, intéressant. Puis, tu sais, comme, ben justement, tu sais, quand nous autres, on fait des affaires qui rappellent des affaires comme ça aux gens, tu sais, c'est parce que on sait que ça fait partie du truc qu'on vend, mais c'est des affaires aussi qu'on aime beaucoup, puis on sait que un tel effet sonore, la voix d'un tel personnage ou le costume d'un certain super-héros, ben ça rapporte à une certaine époque, mais ça fait partie aussi de l'esthétique qu'on veut recréer. Fait que bref, je sais pas, je pense que j'ai répondu 4 fois à ta réponse et ce faisant, j'ai peut-être rendu ma réponse plus floue. Mais non, en fait, bref, non, je trouve ça intéressant beaucoup. Parce que, en fait, moi, c'est ça un truc en vieillissant que je me rends compte, c'est que de plus en plus, j'ai pas de réponse aux questions que je me pose. Puis je vis bien avec ce flou-là, parce que ce flou-là est constamment en train de changer, puis s'adapter en fonction de... Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on est peut-être dans ce qui sera une nostalgie pour dans 10 ans, ou peut-être qu'on est dans la bonne vieille époque. Tu sais, je pense que le gars qui faisait... tabarnak, j'ai oublié son nom. Le gars qui faisait... Un des personnages, il est allé au podcast de... Le gars qui faisait Dwight. Oui. Bon, il y a un autre acteur de la série qui était là, puis il a dit « J'aimerais ça savoir qu'on est dans la bonne vieille époque quand on est dans la bonne vieille époque. Mm-hmm. » Puis tu sais, peut-être que là, on est dans une bonne vieille époque. Peut-être c'est pire, je sais pas. Ben, c'est certain, mais tu vois, justement, c'est une affaire à laquelle je pense beaucoup parce que, mettons, tu vois, comme cette année, je l'ai toujours pas vu, je vais le voir avant la fin de l'année pour mon catch-up de 2025, mais il y a eu le gros succès de K-pop Demon Hunter. Oui. Je l'ai toujours pas vu. Oui, mais tu vois, ça, c'est une nouvelle affaire qu'il y a des jeunes... Les jeunes peuvent pas juste
sais, comme ils ont peut-être vu des trucs de Marvel que nous on a vu et qu'on aimait, mais les jeunes doivent s'approprier des nouvelles affaires. Puis ces affaires-là doivent être à eux autres parce que justement, c'est vrai. dans 15 ans, il faut qu'ils fassent comme ah man, la trilogie K-pop Demon Hunter, est-ce que c'était mon affaire préférée? K-pop Demon Hunter, c'est un futur Lego set. Exactement, mais c'est l'affaire à laquelle je pense des fois, puis que je regarde, je suis comme ah, est-ce que les jeunes, ils se font justement donner des nouvelles affaires qui sont comme on arrive. J'ai juste écouté la première saison, j'ai pas vraiment su ça. Comme crime, on dirait que j'ai un biais contre les productions Netflix, mais tu sais, Stranger Things, c'est quelque chose qui rappelait comme plein d'affaires de notre enfance à nous autres, mais il y a un public plus jeune qui se l'est vraiment approprié parce que c'est une rare affaire qui est comme à eux autres. Fait que c'est une affaire à laquelle je pense beaucoup. OK, y a-tu beaucoup de nouvelles affaires pour les plus jeunes? J'espère que oui, parce que tu sais, eux autres aussi, là, quand ils vont être plus vieux puis qu'ils vont avoir finalement de l'argent à 35 ans, je leur souhaite. Lol. Je leur souhaite faut qu'il y ait une étagère de bebelles d'affaires qu'ils aiment. Pour compenser le vide, là, quand Exactement. même. Je l'ai, moi, mon étagère. Tu l'as, ton étagère? Exactement. Non, c'est ça. J'ai plein de versions physiques de Shredder's Revenge là, que j'ai gratuitement. Là. Je les mets partout parce que j'ai pas de figurines, mais faut qu'eux autres aussi les aillent leur affaire, puis je me préoccupe souvent comme... T'as-tu fait signer de quoi par rapport au voice actor que t'as croisé, ou t'as-tu eu la chance de faire ça? On les a croisés au Comic-Con, mais j'ai pas rien fait signer. J'ai juste comme parlé avec eux autres, puis pris des photos parce que c'était vraiment... C'était déjà incroyable. Non, c'était vraiment cool. Là. Écoute, je veux juste qu'on conclue là-dessus, parce que je sais que c'est pas ton milieu, c'est pas ton domaine, mais quoi que t'en fais aussi là, dans la vraie vie. Peux-tu nous parler juste un petit peu du visuel, de l'illustration du jeu, parce que c'est vraiment un très beau jeu. Tu sais, comme un jeu que t'as envie de manger, là, comme un bubblegum, là. Oui, c'est Cosmic Invasion. C'est la direction artistique qui vient de notre directeur artistique qui s'appelle Adam J. Marin, là, qui est vraiment comme, tu sais, lui... Il design les personnages, il design les décors, puis dans certains cas, il fait au moins l'esquisse couleur des décors, puis là, il y a un artiste au pixel art qui va les retravailler, qui va les réinterpréter. On a aussi, à l'interne, chez Tribute Games, on a Artem, qui est un de nos animateurs qui a animé beaucoup de personnages. On a aussi Mathieu Godet, qui, lui, est comme notre animateur en chef, qui... Il n'a pas animé tous les personnages, mais éventuellement, tous les personnages comme repassent sous son stylus à lui, éventuellement, pour les montrer. Puis on a aussi Stéphanie Blais, qui est notre généraliste 2D, qui, elle, est arrivée plus vers la fin du projet, que non seulement elle a animé des personnages, mais elle a aussi réinterprété des décors en sprite, puis animé des éléments de décor en sprite. Fait que on a ces 3 personnes-là qui sont à l'interne, qui ont fait un travail colossal, puis on a eu une petite flotte de freelancers aussi qui ont travaillé là-dessus. Je te dirais que, tu sais, trouver des artistes au pixel au niveau du standard qu'on a établi chez Tribute Games, c'est pas nécessairement simple, c'est pas nécessairement facile. Mais toute cette gang-là, ils ont fait un job incroyable. Tu sais, c'est toute la façon que ça fonctionnait, c'est que, tu sais, moi, une partie de ma job, c'était pas juste d'écrire de l'histoire, mais c'est d'être comme... ressource interne? Un peu la ressource interne de tout ça. Fait que ce que je faisais, mettons, pour un personnage, tu sais, je faisais un document avec voici, comme, mettons, si tu sais pas c'est qui Better Rebuild, fait que là, je faisais comme Better Rebuild, il est ici, il est ça, il vient telle affaire, là, sa backstory. Puis je collectionnais des images de différents comics, puis les différents artistes principaux qui l'ont dessiné. Fait que là, puis je donne ça justement à Adam pour que lui, il ait comme... qu'il n'y ait pas à faire trop de recherches, puis qu'il ait l'étendue des choix devant lui. Puis là, lui, après, il prend la décision de OK, ben Better Rebuild, quel costume qu'il va avoir, à quel point, comme tu sais, quelle fioriture va avoir son costume, ou peut-être qu'il va pas en avoir parce que ça va pas bien se traduire en quelle pixel. période on se base. Exactement. Ouais. C'est-tu comme Daniel Warren Johnson l'a dessiné récemment, ou est-tu plus comme... malade, cette run-là. Ouais, ça, je l'ai montré à tout le monde comme... Vous allez comprendre le personnage si vous lisez ça. Là. Ou c'est plus classique de Walt Simonson. Fait que c'est devenu comme un peu un mix des deux. Puis aussi un peu de son look qu'il y avait en dessin animé. Puis justement, ce que j'envoie comme... Moi, je suis comme un peu le filtre d'envoyer comme plein de références à ces artistes-là. Mais après, c'est eux autres qui font les vrais choix visuels de quoi ça va avoir l'air. Écoutez, 2 choses. Galaxus n'a jamais été aussi glorieux, je trouve, à l'écran que dans votre jeu. Puis aussi, je l'ai vu dans une critique que j'ai écoutée de Before You Buy. Le cul de Silver Surfer est incroyable. Donc, écoute, il y a des belles... Je crois que... Si je me souviens bien, je pense qu'on l'a...
Vous l'avez buffé un peu, je pense. Hein? Non, je pense qu'on l'a rendu un peu moins proéminent quand tu joues avec, mais je pense que dans son screen select, il y a encore ces belles petites faufounes. Ces belles faufounes originales. Des faufounes cosmiques. Regarde, mais il est tout le temps sur la planche, là. Fait que c'est sûr qu'il est là. Fait que, oui, ça regarde. C'est de la belle job de nos animateurs. Excellent. Tu parlais tantôt de Scott Pilgrim qui s'en vient. Oui. Là, juste pour me situer, parce que je n'ai pas joué à l'original qui avait été publié, je pense, à l'origine chez Ubisoft. Il y a très, très, très longtemps. En fait, les gens qui ont fondé le studio Tribute Games sont des anciens d'Ubisoft. C'est exact. Qui se sont rencontrés sur Scott Pilgrim. Excellent. Donc, ce qui s'en vient, c'est un remake ou c'est une nouvelle expérience? C'est une toute nouvelle aventure de Scott Pilgrim. C'est pas une adaptation de quoi que ce soit. C'est une toute nouvelle aventure de Scott et de beaucoup de personnages qui l'entourent. Okay. Et qui est une histoire originale qui est co-écrite, co-inventée par Brian Lee O'Malley. Nice. Sans trop en parler, mais regarde, je vais te dire beaucoup de mes points de presse que je vais te dire l'an prochain quand ça va sortir. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des idées de base et la structure du jeu. Mais ensuite, Brian s'est vraiment comme impliqué, puis il a écrit tout le jeu ou partout dans le jeu. Fait qu'il y a des items dans les shops, c'est lui qui a écrit les descriptions, les dialogues et les dialogues, ça a tout passé sous son crayon. La semaine passée sur Twitch, vous pouviez le voir ancrer les pages du comic exclusif qui vont venir avec une des versions physiques de Scott Pilgrim. Fait que là, tu sais, on va avoir des nouvelles pages de Scott Pilgrim pour la première fois depuis très longtemps. 20 ans, genre, quelque chose comme ça? Quelque chose peut-être un peu moins, ouais, c'est ça. Parce que le dernier livre est sorti comme autour du film, qui est en 2010, je pense. Ouais. Fait que une quinzaine d'années à peu près. Là. C'est fou, 15 ans déjà. Colin. Fait que il va y avoir des nouvelles pages à cause de ça. Fait que, mais c'est ça, Brian, il est vraiment comme partout, on écrit ça partout dans le jeu, puis justement, il y a toute cette belle équipe-là, comme justement Tribute, on était séparés en deux. Moi, j'étais une des rares personnes qui a travaillé sur les deux projets parce qu'il y avait du narratif à faire sur les deux projets. Fait que oui, ça sort l'année prochaine. On est très fiers de ce qui est accompli à date. Puis c'est un jeu aussi qui va être vraiment différent de Marvel Cosmic Invasion, qui est vraiment comme un beat 'em up linéaire. Dans Scott Pilgrim EX, tu te promènes dans une version funky de Toronto qui est vraiment particulière, puis tu vas parler à des personnages familiers de l'univers de Scott Pilgrim, tu as des quêtes, tu vas chercher des trucs pour ouvrir des portes, puis te rendre à des boss, des affaires comme ça. Fait que on a un aspect très River City Ransom, aventure qui est différent de tout ce qu'on a fait. OK, donc c'est vraiment pas un remake de l'original. Non, c'est très très différent. Excellent. Écoute, t'as fait Teenage Mutant Ninja Turtles, t'as fait Marvel. Je te souhaite un Star Wars. Sait-on jamais? Je veux pas. Écoute, sais-tu quoi? Faire un. Babou Frick, man. Ouais, Babou Frick, les petits Hans Allen, là. Mais faire un genre de remake de Super Star Wars, je pense que ça serait le fun parce que j'ai l'impression que dans Star Wars, faut que ton bonhomme puisse sauter plus que juste être tout le temps en train de marcher dans un beat'em up. C'est pour ça que j'aimais surtout le Return of the Jedi, parce qu'il sautait, il faisait des flips, là. Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'il faudrait qu'il soit quelque chose une nouvelle version de Super Star Wars. Je pense aussi que l'affaire qui serait vraiment excitante, si on fait, parce que moi, c'est une affaire auquel j'ai pensé, c'est comment qu'on ferait des segments de vaisseau, parce que tu veux peut-être de l'action de véhicule. Sure. Comment qu'on ferait ça? Mais ça serait une affaire qui serait le fun. Moi, j'aimerais ça faire un beat'em up de Andor, mais c'est peut-être pas une bonne rencontre de matériel et du genre. Surtout avec le film qui sent... non, pas Andor, excuse-moi. Oui, j'avoue, mais en même temps, peut-être que le contraste des deux. Peut-être, regarde, soit ça me rapproche de Tony Gilroy qui dit comme « Hey, ça c'est pas bon » ou bien « Hey, ça c'était correct ». S'il dit c'est pas bon, man, ça c'est la pire des fucking journées ever, man. Si c'est pas bon, là, je te dis que je m'endors. L'oreiller il est mouillé de mes larmes quand je m'endors. Les voyeurs de vue, tu poursuis, Yannick? Oui, ça continue à chaque semaine. Pendant le mois de décembre, on parle de western. L'épisode qu'on enregistre, ma foi, ce mercredi, on va parler du western dark australien, c'est de Proposition, avec Stéphane Larue, l'écrivain derrière Le Plongeur. Ah, wow, OK. Alors, il va être parmi... Il avait-tu adapté son roman aussi en scénario? Je sais que Eric K. Boulian avait adapté le roman. Je ne sais pas si lui a fait partie de ce processus-là, mais écoute, on va lui demander mercredi. Fait que, ouais, on fait ça, puis avant longtemps, ben là, Alex et moi, on va faire notre top de l'année. Le premier épisode ou le deuxième épisode de l'année suivante va être nos préférés.
de 2025. Et puis, on va aussi faire notre épisode où on clear... on parle de 15 films qu'on a vus parce qu'on essaie de cleaner notre watchlist le plus possible, ce qui est impossible, mais regarde. Écoute, la quantité de films que tu partages sur ton Instagram personnel, je trouve que vous en écoutez déjà pas mal. Écoute, je vais me rendre à 300 cette année. Wow, excellent. Incroyable. Mais merci beaucoup d'être passé à l'émission. Ça me fait plaisir. De Marvel Cosmic Adventures. Je vous rappelle que le jeu est disponible depuis le 1er décembre sur plein de plateformes. Il est sur Linux en plus, si j'ai bien lu. Linux, Switch 1 et 2, PS4, PS5, Windows, Xbox Series X et S. Puis je vous le rappelle, moi je suis pas un fan de beat'em up, puis j'ai trouvé mon compte, j'ai vraiment eu du fun. Il y a une courbe d'apprentissage, surtout quand vous n'êtes pas comme joueur de beat'em up comme moi, mais je trouve qu'il y a une prise en main qui se fait quand même assez rapidement. Puis j'ai très hâte d'aller juste retrouver d'autres personnages, combinaisons de personnages. Puis regarde, un beau cadeau pendant les fêtes. Là. Les jeux vidéo, ça coûte tellement cher maintenant. Là. C'est un bon deal comparé au reste. On parle d'une $30, donc voilà. Sinon, je vous invite une fois de plus au Sapin a des boules. C'est la projection participative que je fais avec notre ami Yoann Caroussel puis plein d'autres acteurs, des vrais acteurs. Les autres, on n'est pas des vrais acteurs, les autres, c'est des vrais acteurs. Quoi qu'il en soit, on joue la famille des Griswold devant tout le monde au Club Soda. C'est les 18, 19, 20 et 21 décembre prochains. Je pense que le samedi, si je me souviens bien, il y a 2 représentations et le 21, donc ça c'est dimanche, il y a une représentation d'après-midi. Vous pouvez amener des enfants, qu'importe, c'est le soir ou l'après-midi, mais c'est surtout l'après-midi des familles qui se présentent. Si vous voulez être sûr d'avoir des bonnes places, parce que c'est intéressant, là, c'est quand vous êtes dans le parterre, là, le 18, ça c'est ça jeudi, le 18 décembre 2025, il y a encore des billets. Si vous voulez vous les procurer, l'adresse internet c'est lesapinadesboules.com. Sinon, on se voit ce jeudi, justement, première représentation. Jetez un coup d'œil. Quand je parle à Yoann, quand il rentre, là, on se dit des cochonneries dans l'oreille. C'est ça qu'on se fait. C'est ça qui arrive. Vous êtes avertis. Sinon, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier, de 2025. On parle du spécial d'Halloween des Mystérieux. Spécial de Noël. Ouais, il est temps que l'année arrête. Le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants 2025, lundi 22 décembre, à partir de 19h30. Le lien pour nous laisser un message vocal est dans le descriptif de l'épisode. Donc, souhaits, commentaires, suggestions, dites-nous votre nom. Ça va être n'importe quoi, autant que c'est passable, on va le faire jouer à l'émission. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait cette année, donc vous avez encore une semaine pour le faire. Donc, merci à tous ceux et celles qui le font. Et allez jeter un coup d'œil au notre Patreon, si vous avez la chance pour nous encourager durant les fêtes. Vous allez avoir du contenu. Faites attention à vous autres, tout le monde. On se dit à la semaine prochaine pour le spécial de Noël. Ciao!